suis le Japon Totaka. Salut Roland. Salut Poupoule. Tu fais encore ton hikikomori? Comment ça je fais mon hikikomori? C'est-à-dire rien foutre et pas sortir de chez toi parce que t'as pas les couilles d'affronter la réalité. C'est bien ce que je dis? Tu fais ton hikikomori. Pourquoi ne pas dire tout simplement que je suis un hikikomori? Parce que tu n'es pas japonais. Comme s'il fallait appartenir à une nationalité précise pour avoir la légitimité d'avoir tel ou tel statut. Pas si tant que ça. Tu n'aimes pas que des gens s'autoproclament geek, n'est-ce pas? Tu te prends pour un otaku? Non, je ne me prends pas pour un otaku. J'aime l'univers otaku, j'aime la sous-culture japonaise. Si un japonais venait chez moi et voyait à quel point je m'adonnais perdument à ma passion pour l'univers otaku, eh ben, il dirait que je suis un otaku. Même si je ne suis pas japonais, il le dirait comme ça. Sorewa otaku desu. Tu vois? Pauvre merde débile. Salut l'otaku, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Arrête Poupoule, c'est gênant. Otaku avait beau être un terme péjoratif à une époque, je ne dis pas que je suis contre ce terme, mais c'est un peu gênant que tu m'appelles comme ça systématiquement. Ta gueule! Tu l'as cherché, et dis-moi de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Des otaku. Nani? Oh putain d'enculé de sa mère! Déjà, commençons par savoir ce qu'est un otaku. Oh putain d'enculé de sa mère! N'aie crainte Poupoule, et d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent, je sais que c'est un sujet difficile à traiter. Je vais donc le traiter avec beaucoup de réflexion et d'objectivité. Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est un otaku, il n'y a qu'à se référer à ce cher Wikipédia. Je suis ce cher Wikipédia pour vous servir. Tu limites comme une merde, n'est pas Ganesh 2 qui veut. Bon, je doute que je n'ai à décrire la définition du mot otaku, vous le savez mieux que moi. Otaku en hiragana, dérivé du mot kanji, otaku est une personne blablabla, demeure chez soi. Bon, ça c'est pas ce qui nous intéresse, bon ça tout le monde connaît, mais là ce qui nous intéresse c'est de savoir l'origine du mot et comment ce dernier est parvenu jusqu'à nos contrées occidentaux de manière démesurée au point que pas mal d'occidentaux, notamment nous les Français, puissent s'approprier le mot pour nous définir, et ça sans avoir de sang nippon dans les veines. Alors vas-y, raconte-nous ma gueule. Depuis quand les otakus sont nés? Bah Poupoule, si on se réfère à la définition du mot otaku, sans prendre en compte le côté passion anime manga, on pourrait dire que les otaku ont toujours existé depuis toujours. Et bien avant que les japonais n'inventent le mot. Depuis que l'homme a construit les premières maisons, avant il n'y avait pas d'anime manga ou de figurines mecha. On peut imaginer que les premiers hommes qui s'enfermaient chez eux devaient collectionner des pierres, ainsi que des pierres, et mater des pierres, et ainsi que... Ok ta gueule, on a compris. En gros, l'otaku au sens large peut très bien s'enfermer chez lui pour s'adonner à n'importe quelle passion, du moment qu'il est d'intérieur et qu'il est obsessionnel. Genre, un fou passionné d'équitation peut faire du cheval dans son salon. Si, c'est possible. On peut être otaku de poterie, otaku de tricotage. De tricotage. Ouais, genre les mamies sédentaires sont un peu des sortes d'otaku quand on y pense. Hein. Et genre elles échangent leur passion pour le tricotage sur le net dans des forums et tout et tout. Madeleine, c'est trop un noob en tricotage. Si, la famille t'a vu. Wesh, nique sa mère. Mais l'otaku de base se réfère essentiellement à la sous-culture japonaise. C'est un peu le nerd 100% japonais. Donc du coup, on ne sait pas quand est-ce qu'est né ce mot? En réalité, le mot otaku a toujours existé, mais à l'époque, on ne savait pas à qui on devait affiler ce mot.
Mais un japonais lui a donné une définition bien plus spécifique. Ce monsieur, c'est Akio Nakamori, journaliste, écrivain et humoriste satirique, ayant sorti en 1982 un essai du nom de Otaku no Kenkyo qui peut se traduire littéralement par enquête sur les otaku. Imprimé dans le défunt magazine Hentai Lolicon Manga Boriko. Non seulement il a donné la définition du terme dans un éclaircissement plus moderne, mais il a aussi participé par ses écrits et caricatures à la diabolisation quasi involontaire d'une communauté qui ne faisait que s'accroître au fil du temps sur l'archipel. Quelque temps après, une autre personne plus connue cette fois-ci amplifia le phénomène otaku par ses écrits. Cette personne, c'est Toshio Okada. Auteur, conférencier, producteur d'anime, mais aussi surtout connu pour être le cofondateur du studio Gainax, et considéré comme le roi des otaku par les otaku eux-mêmes. Oui monsieur, ou Otaking, en référence à l'anime Otaku no Video dont il était producteur et scénariste. Sinon revenons un peu au passé. À la fin des années 70, début des années 80, une communauté étrange constituée de beaucoup d'adultes faisait leur apparition. Ces derniers avaient une enfance bercée par les premières séries d'animation japonaises diffusées dans les années 60 à la télé. Et qu'en grandissant, leur amour pour l'animation japonaise est resté intact. Ces gens, ayant une ferveur obsessionnelle pour la culture de l'imaginaire, poussaient une bonne partie d'entre eux à se réclure chez eux pour se consacrer follement à leur passion. Mais chaque nouveau phénomène social provoque systématiquement une appréhension incontrôlée de la part des contemporains. Ce que l'on appelait dorénavant les otaku étaient vus comme des personnes psychotiques, incapables de mûrir et se blottissent dans leur enfance pour échapper à la dure réalité du monde adulte. Ils étaient aussi vus comme des personnes instables et dangereux pour la société. La faute aux médias et à quelques cas isolés d'otaku assassins tels que le tristement célèbre Tsutomu Miyazaki ayant tué des petites filles pour les dévorer ensuite, et que l'on surnomma l'otaku assassin ou le cannibale de Saitama. Ça ressemble à un gros cliché propagandiste, mais ce n'est pas le cas. Et à partir de là, on pensait que si les otaku agissaient ainsi, c'était à cause de leur univers étrange dans lequel ils plongeaient en longueur de journée. Un peu comme les jeunes et les jeux vidéo aujourd'hui. Ouais, et on sait très bien que c'est faux. Ce ne sont pas ces genres de passions qui tuent. Ce sont des individus, leur nature troublée. Et cela étaient des cas isolés. Et on s'est focalisé sur ces cas isolés pour en faire une généralité. Et du coup, presque tout le monde se chiait dessus en voyant des otaku dans un coin de rue, pensant qu'ils avaient naturellement affaire à un psychopathe pervers assoiffé de sang et en manque de sexe. Alors qu'en réalité, c'était juste un mec, totalement banal, un peu mal dans sa peau, ignoré par la gente féminine, et donc légèrement frustré sexuellement, et qui adore lire des mangas et mater des animés ou jouer aux jeux vidéo de cul en longueur de journée, parce que, vie sociale presque inexistante, il pouvait se le permettre. Pour certains otaku, ces centres d'intérêt seront pour la plupart des exutoires, et auront un intérêt plus cathartique. Aujourd'hui, les otaku, tout comme ses cousins geeks américains, ne sont pas aussi mal vus qu'il y a 30 ans, grâce entre autres aux contributions économiques qu'ils pouvaient apporter au marché de la culture otaku, pouvant peser entre 26 et 34 milliards de dollars par an. En gros, tu peux être n'importe qui, n'importe quoi. Si tu es un consommateur, tu gagnes le respect de la société. Bah putain de putain de putain de putain. Et puis grâce entre autres à la culture et à certaines fictions telles que le roman Densha Otoko, adapté en drama, véritable succès national durant sa diffusion en 2005 et qui a montré une autre facette de l'otaku aux téléspectateurs japonais. Plus gentil, plus sensible, plus naturel, plus humain quoi. Il n'y a qu'à regarder le visage de Yamada Tsuyoshi. Vous n'allez pas me dire qu'il a le visage d'un psychopathe assassin soifé de sang. Regardez-le. Est-ce un regard d'un psychopathe maniaco-dépressif pervers narcissique? Hein? Regardez-le bien. Le drama a tellement été un succès qu'on peut parfois surprendre des femmes japonaises au statut social enviable façon Saori Aoyama dans des mangakisa ou des maid café à Akihabara, assises dans un silence absolu en attente de se faire draguer par un otaku, chose inimaginable 30 ans avant. Décidément, la télévision influence vraiment les gens. Bon, et puis aussi surtout les mentalités ont changé naturellement parce que les Japonais se sont adaptés à la présence des otaku dans la société et se sont aperçus que généraliser sur quelques faits, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus intelligent. Mais malheureusement, les otaku restent malgré tout mal vus dans la société japonaise.
S'ils ne sont plus vus comme des psychopathes à tendance meurtrière, ils restent vus comme des gros losers, tout moches, en manque d'affection, s'enfermant dans leur monde imaginaire pour oublier qu'ils ont une vie de merde et qui aspirent plus à la pitié qu'à la crainte. Un peu comme toi mon pauvre. Il y a aussi une autre dérive du mot otaku, l'Akibakei ou Akiba System. Ce sont des otaku qui passent beaucoup de temps à Akihabara, le paradis des otaku. Les animés mangas ont commencé à sortir des frontières nippones depuis les années 70, et ce virus a commencé à s'emparer des non-japonais. Avec la démocratisation d'Internet à la fin des années 90, le terme otaku est devenu universel, et chacun se sentant proche, familiarisé avec la culture otaku, pouvait se définir otaku. La France n'échappe pas à la règle, où la communauté otaku est plutôt dense depuis 20 ans, mais reste très divisée entre les animés fans puristes des anciennes générations. Moi je dis, si tu n'as pas maté tous les œuvres de Satoshi Kon, eh bah tu n'es pas un vrai otaku. Et les nouvelles générations qui ne jurent que par quelques shonen populaires. Moi je suis un otaku parce que j'adore lire des mangas, Bleach, Fairy Tail et surtout Naruto. Ouais, Naruto c'est le meilleur manga du monde, sinon le reste c'est de la merde, c'est trop vieux. Ceux qui pensent être des otaku authentiques seront tellement dégoûtés par cette nouvelle génération d'anime fans qu'ils finiront par être écœurés par le mot otaku et chercheront par trouver d'autres termes pour se représenter, comme anime fan ou japonophile. Mais bon, tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Quand j'étais gosse et que je n'avais pas encore accès à Internet, je ne savais pas ce que signifiait le terme otaku et je m'en foutais complètement. Je m'en foutais parce que je n'avais pas besoin d'usage précise pour m'adonner à une passion quelconque. Je vivais pour cette passion, pour les animés, pour les mangas, pour les jeux vidéo et tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la sous-culture japonaise. J'étais follement passionné par cette sous-culture que je la vivais intensément, sans étiquette, sans dogme, sans règles, sans normes. Je ne me fiais qu'au plaisir que ça pouvait me procurer et au bonheur que ça pouvait me donner. Tout naturellement, le reste, je m'en palpais les couilles. Aujourd'hui, Poupoule, quand je vois ce phénomène avec beaucoup de recul, en lisant des débats interminables dans des topics sur savoir ce qu'est un vrai otaku, quand d'autres te diront qu'un vrai otaku est quelqu'un qui a maté tous les épisodes de Kill la Kill, ou qu'il est fan de tous les animés Gainax, ou que le vrai otaku, c'est celui qui sacralise et prie 8 fois par jour Hideaki Anno comme un seigneur, la tête dans la cuvette des chiottes, le doigt dans le cul, je me dis qu'il y a quand même quelque chose de risible et de déplorable dans tout ça. Et qu'à force, on sombre dans une forme de sectarisme un peu idiot qui ne plaît qu'à ceux qui se soucient énormément de son identité. Alors que pour moi, la culture otaku, qu'on aime se nommer ou non par ce mot, c'est avant tout la culture du partage, de la curiosité et des échanges pour des univers imaginaires entre une communauté qui ne cesse de s'accroître et de diffuser sa passion pour la sous-culture japonaise à travers le monde. Cette sous-culture appelée indistinctement la culture visuelle moderne. Lisez Genshiken, vous verrez. C'est très instructif et en plus c'est drôle. Pour mieux comprendre le phénomène otaku en France, je vous conseille le livre de l'écrivain japonais Shinichi Kiyotani, Ro-Otaku Fransu Otaku Monogatari, qui signifie en français l'histoire des otaku de France, des éditions Kodansha. Un livre très instructif qui vous apprendra pourquoi le mot otaku peut très bien être porté par des individus non japonais, en l'occurrence des Français. Ah, mais oui, vous ne savez pas lire le japonais. Moi aussi. Du coup, qu'est-ce que tu veux nous dire? Oubliez les étiquettes, ou du moins c'est toujours bien d'en avoir une, mais n'en faites pas une monomanie superflue. Car comme le dit si bien Mai Minakami, les vrais amis n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Nous sort cette pipe? Aucune idée. Aujourd'hui nous sommes dimanche, et comme chaque dimanche, cette pipe semble maléfique. Voilà Poupoule, maintenant tu connais un peu le revers du terme. Ok, j'ai compris maintenant, mais il y a une chose que j'aimerais que tu en parles, ça fait 3 ans que j'attends et tu n'en as toujours pas parlé. De quoi? Comment es-tu devenu un hikikomori? Est-ce à cause de la culture otaku? Pourquoi ta chaîne s'appelle Hikikomori TV? En gros, c'est quoi bordel un hikikomori? Bordel, nom d'un chien en peluche ayant le syndrome de la tourette, merde, putain, pute,
pute, salope, chiasse, enculé, bitch, bitch volé, Jean du Jardin.親友に言葉はいらないでしょ。ああ。